Et si l'élimination d'un seul homme pouvait faire vaciller l'équilibre d'une guerre, imaginez, au beau milieu du tumulte, une armée entière ne tient que par la volonté d'un seul chef. Ce n'est pas une légende, c'est le cas du général Cross, cerveau magnétique de la résistance ennemie sur le front central. Mais pourquoi un seul individu peut-il concentrer autant de pouvoir et de conséquences? Pour saisir la portée de cette question, revenons sur des exemples historiques qui illustrent la centralité de certains leaders dans le dénouement de conflits. Lors de la guerre de Sécession, la capture du général Robert E. Lee aurait probablement accéléré la fin des hostilités. En Afghanistan, la traque incessante d'Oussama Ben Laden a monopolisé des ressources colossales, car on savait que la disparition de ce chef charismatique entraînerait le déclin d'Al-Qaïda. Cross, c'est plus qu'un stratège, il incarne le pari permanent. Chaque décision est risquée, chaque manœuvre infuse d'une audace rare. Là où beaucoup s'accrochent au schéma, lui réinvente la bataille et concentre tout le pouvoir entre ses mains. Prenons l'exemple de Napoléon Bonaparte, dont la capture ou la mort en pleine campagne d'Italie aurait sans doute bouleversé la trajectoire de l'Europe. De même, lors de la Seconde Guerre mondiale, la résistance allemande s'est effondrée plus vite après la disparition de certains généraux clés. Tant que ce meneur reste debout, chaque avancée coûte cher. Son génie efface l'avantage matériel. Il est à la fois l'esprit, la force et le cœur de son armée. Les pertes humaines et matérielles montent en flèche. Chaque tentative d'avancer se heurte à sa ruse et son anticipation. Imaginez une équipe de football où l'entraîneur-joueur orchestre chaque mouvement. Si ce joueur sort, l'équipe perd aussitôt sa coordination et sa confiance. Dans la réalité, chaque minute de résistance de Cross coûte des dizaines, parfois des centaines de vies et retarde la victoire de semaines entières. Voilà l'enjeu. Tant que la clé de voûte ennemie n'est pas identifiée puis neutralisée, des milliers de vies seront sacrifiées en vain et des ressources précieuses s'évaporeront dans un conflit sans fin. Ce scénario s'est déjà vu. En Irak, la neutralisation de Saddam Hussein a marqué un tournant. Tant que le despote demeurait insaisissable, ses partisans trouvaient eux toujours la ressource pour continuer le combat. Mais comment traquer et atteindre un adversaire aussi insaisissable? Le destin de toute une nation repose sur la réponse à cette question. Que faire lorsque la cible ne se laisse pas surprendre, qu'elle anticipe chaque mouvement, qu'elle disparaît dès que l'ombre d'un danger approche? Pour comprendre comment un tel point névralgique a pu être ciblé, il faut revenir aux premiers signaux faibles repérés par nos analystes. Cette traque a commencé bien avant que le nom de Cross ne devienne synonyme d'espoir ou de terreur. Dès les premières semaines du conflit, certains motifs inhabituels dans les communications, des choix tactiques atypiques, ont alerté les analystes. Derrière chaque front, une intelligence veille et relie toutes les forces. Qui est vraiment le général Cross? Pour ses alliés, il fascine. Pour ses ennemis, il demeure une énigme. Cross n'est pas seulement un chef militaire, il incarne l'esprit d'un système, le cerveau qui orchestre victoires et retraites. On raconte que lors d'une bataille décisive, il aurait personnellement dessiné sur une carte les itinéraires de ravitaillement, puis changé ces itinéraires à la dernière minute, déjouant ainsi une embuscade mortelle. Étudions ses campagnes. Il brise les règles, refuse la routine. Là où d'autres s'entêtent dans la force brute, Cross improvise, surprend, transforme chaque revers en opportunité. Au printemps, alors que tout semblait perdu après des défaites cuisantes, ces contre-attaques imprévisibles ont stoppé net l'avance russe, sauvant un front entier du désastre. On se souvient du Printemps noir, où en 5 jours seulement, il a mené 4 percées successives, contournant des lignes fortifiées et coupant les arrières ennemis. La signature Cross, tout centralisé. Sur le terrain, il décide de tout, ne laissant aucune place au hasard ni à l'initiative de ses subordonnés. Cette emprise absolue rend son armée réactive et cohérente, mais crée une dépendance critique. Sans lui, l'édifice chancelle. C'est un peu comme une ruche où la reine dirige chaque mouvement. Retirer la reine et la structure même de la ruche s'effondre. Les analystes sont formels. Cross n'est pas un simple pion, mais la pièce maîtresse. Sa disparition ne causerait pas de confusion passagère, mais plongerait l'ennemi dans un chaos systémique. Éliminer, ou mieux, capturer cet homme, c'est priver l'adversaire de sa colonne vertébrale, de sa lucidité, de sa capacité à anticiper. On retrouve ce schéma dans l'histoire. La mort du roi Richard Cœur de Lion, en plein siège de Chalus, a démoralisé ses troupes et précipité la fin de la croisade. Mais négliger le facteur humain dans la guerre, c'est risquer de perdre l'initiative, l'avantage psychologique et toute chance de renverser la situation. L'histoire de Cross prouve qu'une seule personne, bien placée, peut peser plus lourd que des milliers d'hommes, ou la technologie la plus avancée.
En psychologie militaire, on parle de centre de gravité, ce point dont dépend la cohésion d'un ensemble. C'est pourquoi, au sommet de la chaîne de commandement, l'ordre a été donné. Il ne suffit pas d'éliminer Cross, il faut le capturer vivant. Une mission presque impossible. Comment approcher un adversaire aussi insaisissable, aussi imprévisible? Pour comprendre ce qui a rendu cette mission si risquée, il faut revenir à la veille de l'opération. Car chaque détail comptait, et la moindre erreur pouvait tout faire basculer. Dans les semaines précédant l'attaque, les services de renseignement ont passé au crible des millions de données, exploitant chaque indice, chaque sourire, chaque silence dans les conversations interceptées. Quand la technologie rencontre ses propres limites, l'erreur humaine ouvre la porte. Derrière chaque pare-feu, la faille porte un visage humain. C'est la leçon tirée de l'affaire Snowden, où une seule taupe a ouvert une brèche béante dans la sécurité d'une superpuissance. Toutes les tentatives pour percer les communications cryptées du général Cross échouent. Les systèmes de sécurité, issus des laboratoires les plus avancés des États-Unis, tiennent bon. Chaque assaut frontal se heurte à une muraille invisible. L'attaque directe, même avec les outils les plus sophistiqués, ne donne rien. C'est le talon d'Achille humain qu'il faut cibler. Mais la brèche surgit ailleurs. L'adjudant Rix, bras droit du général, échange des messages anodins avec sa fiancée à Chicago. Il croit utiliser un canal civil inoffensif. Cette certitude devient sa faiblesse. Les informaticiens le savent, la sécurité n'est aussi forte que son maillon le plus faible, souvent une habitude, une distraction. Les cyberanalystes infiltrent ce flux intime, décortiquent d'un chaque phrase. Un détail apparemment anodin. Une plainte sur la pénurie d'un whisky irlandais rare, une livraison directe évoquée depuis Lviv. Ces indices, croisés et recoupés, dessinent une nouvelle carte. C'est la méthode du millefeuille, accumuler des couches d'informations jusqu'à révéler l'invisible. En combinant ces fragments avec l'analyse de signaux radio inhabituels, une signature numérique jamais vue ailleurs dans la région, les analystes cernent une zone précise. Le centre de gravité de l'ennemi se dévoile, non par la force, mais par la finesse de l'observation. On se croirait dans un roman d'espionnage, mais ici chaque minute compte, chaque erreur peut coûter la victoire. Le réseau d'agents au sol s'active. Un forestier local décrit les sentiers secrets et les angles morts autour d'un sanatorium oublié. Une livreuse décèle des commandes de ravitaillement hors normes, révélant la présence d'un état-major de haut rang. Souvenons-nous du film Argo, où les détails logistiques révèlent une opération entière. Ici, c'est la même logique. Pour forcer la main de la cible, il faut un choc. Les agents déclenchent un incendie contrôlé à la lisière de la forêt. L'agitation des secours oblige le convoi du général à sortir de sa cachette, offrant pour la première fois une cible tangible. L'histoire militaire a déjà vu cette tactique. Lors du débarquement de Normandie, de fausses alertes ont été utilisées pour tromper l'ennemi sur les véritables intentions alliées. Confirmation visuelle immédiate. Cross est bien là. Chaque minute passée sur place accroît le danger pour les infiltrés. Un geste de trop, une ombre mal placée, et tout peut basculer dans le chaos. Les agents savent qu'ils n'auront pas de seconde chance. À ce stade, la moindre erreur ferait s'effondrer des semaines de préparation. Ce sont désormais les nerfs et la précision qui décident du destin du front et peut-être d'une nation entière. L'opération Entebbe, en Ouganda, a montré que parfois, tout se joue en une poignée de secondes. L'étau se resserre autour de Cross, mais la moindre hésitation pourrait tout anéantir. Bientôt, le vrai test va commencer, la phase d'extraction. C'est l'ultime défi des forces spéciales, non seulement atteindre la cible, mais repartir vivant avec la preuve du succès. 36 hommes, une mission impossible, aucun droit à l'erreur. Cette nuit-là, chaque souffle pouvait être le dernier. Une question obsédait tous les esprits. Fallait-il tout neutraliser sur place ou tenter de capturer le général Cross vivant, quitte à provoquer l'enfer ? Ramener Cross en vie, c'était l'opportunité unique d'arracher aux ennemis leurs secrets les mieux gardés et de frapper leur morale au cœur. Nous avons choisi la voie la plus risquée, celle qui pouvait vraiment changer le cours de la guerre. Les archives de la CIA regorgent d'opérations où la capture d'un chef a permis de démanteler un réseau entier. L'opération s'est organisée dans le moindre détail. 36 opérateurs triés sur le volet, répartis en 3 groupes. Le premier avançait vers la villa en silence, le second neutralisait toute surveillance électronique, le dernier ouvrait la voie de repli. L'infiltration a commencé bien avant l'aube, profitant d'une brève fenêtre météo où les capteurs thermiques devenaient presque aveugles. Tout a été répété à l'entraînement, geste après geste, jusqu'à la perfection. Cette discipline rappelle celle des commandos SAS lors de la libération des otages à la résidence de l'ambassade d'Iran en 1980. À 4 heures précises, l'équipe principale a franchi la lisière du bois.
2 sentinelles ont été éliminées sans bruit. Pendant ce temps, les techniciens coupaient dans l'onde toutes les liaisons internes pour isoler la villa. En moins de 2 minutes, la garde rapprochée était submergée. Cross, absorbé par ces rapports, a été maîtrisé avant d'avoir pu réagir. Une mallette de documents cryptés a été saisie sur son bureau. Cette rapidité d'exécution n'est pas sans rappeler l'opération Neptune Spear contre Ben Laden, où chaque seconde comptait. Mais à l'extérieur, l'alerte a fini par exploser. Un véhicule blindé a surgi, ouvrant le feu à travers la brume. Le groupe d'extraction a couvert la retraite. 2 hommes ont été blessés, mais ont tenu la ligne. Sous une pluie de balles, la colonne a atteint la clairière où 2 hélicoptères d'assaut attendaient, moteurs rugissants. L'embarquement a duré moins d'1 minute, Cross solidement maîtrisé, les documents sécurisés, les blessés évacués en priorité. Les hélicoptères ont quitté le sol alors que les troupes ennemies convergeaient déjà. À la radio, le silence s'est brisé sous les cris de panique côté adverse. Le cerveau du front central venait de disparaître. Malgré 2 blessés graves, tous les objectifs ont été atteints. Le général Cross était vivant, ses dossiers aussi, une victoire inespérée, un choc psychologique violent pour l'ennemi. Mais la réussite de cette mission ne marquait que le début. Détenir Cross ouvrait la porte à des révélations qui allaient à bouleverser l'équilibre du conflit. Comme lors de la capture du général Paulus à Stalingrad, la perte d'un chef charismatique ébranle jusqu'aux fondations de l'appareil militaire adverse. Un seul homme peut-il vraiment infléchir le sort de milliers de vies ? Dans la grisaille d'une cellule anonyme, la capture du général Cross, cerveau du front central, passe d'un succès tactique à un bouleversement stratégique. Cette victoire, discrète en apparence, va secouer jusqu'aux fondations de l'état-major adverse. Les journaux s'interrogent, les Alliés retiennent leur souffle. Qui va prendre la relève et la machine ennemie saura-t-elle fonctionner sans lui ? Cross, aguerri aux interrogatoires, oppose d'abord un silence glacial. Il maîtrise chaque geste, chaque regard, s'accrochant à la discipline forgée par des années de guerre. Mais derrière les murs, la pression s'intensifie. Isolement sensoriel, alternance de paroles rassurantes et de menaces à peine voilées, tout est calculé pour éroder sa carapace. Le KGB et la CIA ont longtemps perfectionné ces méthodes, cherchant la faille dans l'armure psychologique de l'ennemi. Peu à peu, l'homme invincible révèle des fissures. Une nuit fatigué, il laisse filer un mot de trop. Orage d'été. Aussitôt, les analystes s'affairent. Ce nom de code ouvre la porte à un plan secret. Une offensive massive pensée pour renverser la situation sur le front central et reprendre l'initiative. Dans l'histoire, on a vu des plans entiers révélés par un mot, une phrase, comme lors du décryptage d'Enigma pendant la Seconde Guerre mondiale. Les renseignements arrachés à Cross permettent de reconstituer le schéma de l'attaque. Ville ciblée, axe d'avancée, heure exacte du déclenchement, tout se précise. L'état-major allié, au lieu d'attendre le choc, agit. Il déplace en silence des réserves jusque-là invisibles, renforce les points faibles et surtout aménage de fausses brèches pour piéger l'ennemi. Cette tactique rappelle celle employée par les Russes lors de la bataille de Koursk, où de faux retraits ont piégé les divisions allemandes. Lorsque l'opération Orage d'été s'enclenche, les troupes adverses tombent dans des embuscades savamment préparées. Artillerie cachée, feux croisés, contre-attaques éclairs. En quelques heures, la force d'assaut est brisée. Privé de son chef, le commandement ennemi hésite, multiplie les ordres contradictoires et s'enlise dans la confusion. Le même phénomène s'est produit lors de la bataille de Midway, où la désorganisation du commandement japonais a précipité la défaite. La panique gagne les états-majors. Jadis perçue comme invincible, l'élite militaire voit sa réputation anéantie en une poignée de jours. Les rumeurs sur la chute du général deviennent certitudes, sapant le moral des troupes, affaiblissant toute velléité de résistance. Les Alliés profitent de ce flottement pour percer la ligne centrale, accélérant l'effondrement. C'est l'effet domino, bien connu des stratèges. Mais au-delà des pertes et des replis, c'est la légitimité même du haut commandement ennemi qui s'écroule. Dans les capitales alliées, on s'interroge sur la viabilité de la stratégie occidentale. L'affaire Cross entre aussitôt dans l'histoire militaire, les manuels dissèquent comment la neutralisation d'un seul homme a paralysé tout un appareil, modifiant le sort de dizaines de milliers de combattants. On songe à la capture de Charles de Gaulle, à Londres, ou à l'assassinat hypothétique de Churchill. L'histoire aurait changé de visage. L'exemple est saisissant. Parfois, le destin d'une nation se joue sur un point précis, un individu clé. Savoir frapper ce nœud peut transformer la trajectoire de la guerre et peut-être de l'histoire elle-même. Les stratèges appellent cela la théorie du point de bascule. Pourtant, derrière la victoire, une question demeure. Que reste-t-il de l'homme une fois la machine brisée ?
La suite dévoile le prisme humain de cette guerre de nerfs. Cross, autrefois chef admiré, devient un pion dans la guerre psychologique. Sa solitude rappelle celle de Rudolf Hess, prisonnier à Spandau, ou de Milosevic, jugé à La Haye. Quel est le prix à payer pour avoir porté sur ses épaules le sort d'un système? Dans chaque organisation, il existe un point de bascule. Saurez-vous le repérer avant qu'il ne soit trop tard? Ce point, souvent invisible, décide pourtant du sort de tout un système. Dans la guerre, dans l'entreprise, dans la société, c'est toujours la même loi. Il existe un centre de gravité, une clé de voûte. L'opération menée contre le général Cross en est la preuve. Ce n'est ni l'arsenal ni la technologie qui ont fait la différence, mais la capacité à discerner qui, au cœur de l'adversaire, portait la structure entière. Cross n'était pas seulement un chef, il incarnait la logique, la cohésion et la volonté de tout le commandement ennemi. Dans le monde économique, c'est la même chose. La chute de Steve Jobs a bouleversé Apple. La disparition de Walt Disney a mené à une crise d'identité de son empire. Neutraliser Cross, c'était priver l'autre camp de sa colonne vertébrale. L'effondrement ne fut pas causé par des milliers de blindés ou par des frappes massives, mais par l'élimination d'un seul individu dont la pensée maintenait l'équilibre. Cette action a bouleversé la dynamique de la guerre plus sûrement que n'importe quelle offensive conventionnelle. Dans la finance, la faillite de Lehman Brothers a déclenché une crise globale, illustrant la fragilité des systèmes apparemment solides. Pourquoi cela importe-t-il tant? Parce que, quelle que soit sa solidité apparente, toute structure repose sur des éléments précis. Identifier et frapper ces points, c'est rendre vulnérable l'ensemble. Ignorer ces leviers, c'est s'exposer à voir s'écrouler tout ce que l'on croyait inébranlable. C'est la morale du talon d'Achille, du point faible de la forteresse de Troie. L'histoire abonde d'exemples où des armées entières ont chuté pour avoir négligé ces pivots. Un seul point faiblit, et c'est toute la chaîne qui cède. La vraie force, c'est la lucidité devant la complexité, la capacité à reconnaître les véritables centres de gravité. Dans le sport, cela se voit chaque fois qu'un meneur quitte le terrain. L'équipe s'effondre malgré la valeur individuelle des joueurs. Aujourd'hui, cette recherche des points de bascule dépasse le champ de bataille. Elle concerne la politique, l'économie, la cybersécurité, mais aussi nos propres choix quotidiens. Repérer la clé de voûte d'un système, c'est pouvoir influer sur l'avenir. Négliger cette démarche, c'est accepter l'imprévisibilité, voire la chute soudaine. Dans le monde numérique, un simple bug dans un code central peut paralyser une entreprise entière. La leçon à retenir est sans clair, ne vous laissez pas tromper par la surface. Apprenez à lire les lignes de force, à percevoir ce qui tient vraiment un ensemble debout. Parfois, l'avenir d'une organisation, d'un conflit ou même d'une nation dépend du regard aigu de ceux qui savent détecter ce point critique. Alors, lorsque vous ferez face à une situation apparemment inextricable, posez-vous la question: où se trouve la clé de voûte? Et serez-vous capable de la reconnaître avant qu'elle ne s'effondre sous vos yeux? Pour appliquer concrètement cette leçon, entraînez-vous à cartographier vos propres organisations. Dans une entreprise, demandez-vous qui ou quoi relie tous les services. Dans un projet, quel maillon, s'il cède, ferait tout s'écrouler? Utilisez la méthode des 5 pourquoi pour remonter à la racine de chaque blocage. Inspirez-vous des stratèges, listez les points de défaillance possibles et imaginez des scénarios où ils disparaissent. C'est ainsi que se préparent les véritables leaders, ceux qui savent anticiper l'effondrement et redresser la barre à l'instant décisif. En définitive, l'affaire du général Cross n'est pas qu'une histoire de guerre, c'est une parabole sur la lucidité, la vigilance et la capacité à voir, derrière chaque façade, le point qui soutient tout l'édifice.